Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver sur la 89.5 et dans cette émission, le scanner de Kavi Média, le média du développement. Nous sommes lundi 7 août 2023. Bienvenue dans ce premier numéro de la semaine. Au sommaire, les fortes pluies qui se sont abattues sur la préfecture de Koya dans la nuit du samedi à dimanche n'ont pas fait d'heureux, surtout dans la commune urbaine de Manéa, précisément au quartier Tafori. Hier dimanche, les habitants de cette localité se sont réveillés les pieds dans l'eau. Des inondations qui ont transformé le dit quartier en un fleuve circonstanciel. Vous le constaterez dans un instant. N'eût été l'intervention rapide des habitants des quartiers voisins, le pire se serait produit et en dépit de tous ces efforts, un cas de mort a malheureusement été enregistré. Il s'agit d'Aboubacar Kourouma, un des jeunes qui tentait de sauver des habitants bloqués par les eaux. Selon un bilan provisoire, près de 180 ménages sont touchés avec 168 personnes secourues. Des constructions anarchiques obstruant le passage des eaux seraient à l'origine de ce drame, comme pour dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous entendrez tout à l'heure le témoignage d'une des victimes de ces inondations. Et puis les négociations entre le gouvernement et le mouvement syndical guinéen se poursuivent ce lundi. Le mouvement syndical reproche au gouvernement le non-respect des engagements mentionnés dans la plateforme revendicative d'avril 2022. Celui-ci a durci le ton la semaine dernière tout en menaçant de se retirer du processus si le gouvernement n'est pas prêt à accéder à leur requête. Une menace aussitôt prise en compte par le gouvernement pour éviter tout bras de fer. Mais quels sont les points inscrits dans la plateforme revendicative 2023? Yaya Diallo s'est intéressé à ce sujet pour nous. Il vous livrera tout à l'heure les contours de cette énième négociation. Achat du PUP par le locataire du Palais Mohamed V, une rumeur qui s'est répandue comme une traînée de poudre le week-end dernier. Face à la situation, le Parti de l'Unité et du Progrès, à travers sa cellule de communication, n'a pas tardé à couper l'herbe sous les pieds de ceux qui ont répandu la rumeur. Dans un communiqué qui nous a été transmis samedi, le parti de feu général Lansana Conté a souligné ne pas être disposé à revendre ce patrimoine longtemps préservé par les contéistes. Si cette vente n'est pas effective, le rapprochement de certains cadres du PUP du président Mamadi Doumbouya expliquerait-il la propagation de cette folle rumeur? Quelques éléments de réponse à suivre avec nos chroniqueurs. Et dans cette émission également, nous parlerons aussi de politique avec notre invité du jour. Il est ancien ministre, ancien député à l'Assemblée nationale et président du Front national pour le développement FND. Alouseni Makane Rakake sera au téléphone depuis Paris avec nous pour parler de son point de vue sur la gestion de la transition, des coups d'État en Afrique, également de l'évaluation des ministères en République de Guinée. C'est le menu de ce lundi. Installez-vous confortablement. Tout à l'heure, nous démarrons les hostilités. Vous nous suivez à travers nos différentes pages Facebook, Flash Guinée, Instagram, sur LinkedIn et sur d'autres plateformes de communication. Vous êtes sur Kavi Média et dans votre émission Le Scanner. Ils sont toujours autour de moi. On vit cette aventure ensemble. Moi, je les appelle les débatteurs de cette émission. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à la population guinéenne. Surtout bonjour à Koya. À Koya, oui. On va en parler tout à l'heure avec tout ce qui est arrivé le week-end, un long week-end pour les habitants de Koya. Lui, je l'appelle tout simplement le défenseur de l'axe, c'est Akil Ali Badara. Bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous les auditeurs de Kavi Média qui nous suivent à l'instant T. Et surtout bonjour à la technique et bienvenue en Guinée où l'État ne se décide que quand il y a des drames. Ouais, ça, c'est très déplorable. C'est pourquoi nous allons ouvrir par ce débat, ce sujet qui a focalisé toutes les attentions. Cette actualité brûlante, triste au même moment, puisqu'on doit parler chaque fois, chaque année, la Guinée doit enregistrer ces cas d'inondation. Pourtant, des dispositions ont été prises. Mais où est l'effectivité? Parlant justement de ce cas de Koya précisément, si la réalisation avec moi, on va d'abord écouter une des victimes qui va nous expliquer ce qu'il a vu
focus, parce que cet homme, à écouter son témoignage, on comprend également que l'État, comme l'a dit Ali Badara, l'État ne prend des dispositions que s'il y a des catastrophes naturelles. Parce que là, moi, je ne pourrais même pas qualifier cela de catastrophe naturelle, mais plutôt des conséquences des effets de l'homme sur la nature. Mais pour l'instant, nous allons aller avec la réalisation, écouter ce témoignage recueilli par notre ami de la rédaction, Ansou Bailo Baldé. Je suis venu depuis 2017. L'année 2019, il y avait une inondation ici. C'était trop, mais l'année là, quand même, ça a dépassé. Je remercie la jeunesse d'ici et nos sécurités encore. Ils sont venus aujourd'hui pour aider nos amis d'ici, c'est-à-dire nos voisins. Comme ici, les autres qui étaient à côté d'ici et de l'autre côté. Nous sommes quittés ici, nous sommes maintenant à côté par là. Mais à travers de l'eau là, c'est grâce à l'eau maintenant qui nous a poussé encore de quitter ici. Mais on ne sait pas maintenant quelle méthode on peut prendre ici pour l'eau pour que ça soit un peu diminué. L'année, à chaque fois, on dit l'année passée c'était mieux, l'année passée c'était mieux. Mais on ne sait pas maintenant quelle méthode on peut prendre pour nous. Je vous remercie. Alors, depuis quand est-ce que c'était hier ou bien c'est ce matin vous avez bon, constaté... la pluie, lorsque j'étais ce mois ici, la pluie, c'était commencé à partir de 22h jusqu'à... Moi, je me suis poussé à 2h du matin. J'avais peur déjà. Mais comme si tu as sommeil, obligatoire, tu vas dormir, je me suis poussé à 2h du matin. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on m'a réveillé, j'ai trouvé encore, là où je pensais que l'eau ne va pas monter, j'ai trouvé l'eau à monter maintenant. J'ai pris maintenant ma famille pour monter maintenant au niveau de la cour. On a cessé les selles pour monter. Est-ce que vous avez enregistré des pertes? Bon, les dégâts. Nous ici. Les dégâts, merci. Hein? Les dégâts. Oui, ici, nos voisins qui se trouvent à côté de nous ici, il y a trop de dégâts quand même. Leurs bâtiments, c'est-à-dire, il y a trop de dégâts ici quand même, on ne peut pas expliquer tout. Mais même chez vous, on voit des fissures. C'est nous ici, déjà même, depuis 2019, c'est déjà fait. Maintenant, on est déménagé jusqu'à de l'autre côté. Encore, toujours l'eau est venue encore jusqu'à là-bas. Il y a des fissures hein, au niveau de... Il y a trop de fissures dedans. Si vous voulez, on peut regarder dedans. Merci beaucoup. Comment vous vous appelez? Daris Gamou. Okay, merci. Merci. Ici, c'est quel... Ça, c'est Carlo. Carlo. Ah oui. Carlo, c'est le même quartier. Hein? Carlo. C'est le même quartier. Un sale moment pour des habitants de Koya, la préfecture de Koya, notamment la commune urbaine de Manéa. On vient quand même de suivre ce témoignage d'une victime hein, qui parle notamment de tout ce qui arrive. Hein. Chaque année, il le dit, il le redit, chaque année, on dira que l'année dernière était mieux, Yaya Diallo. De ce côté, puisqu'on a vu quand même le ministre de l'administration du territoire accompagné de notre confrère Lansé Touré qui gère actuellement l'Agence nationale des catastrophes. Mais là, il y a du boulot à faire de ce côté, il faut le dire. Oui, effectivement, avant tout, d'abord, je manifeste toute ma compassion à cette population sinistrée du côté de Koya, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez regrettable. Moi, j'ai presque visionné toutes les vidéos qui ont été relayées par, disons, des amateurs, mais certains professionnels aussi. Mais je trouve que c'est assez lamentable. Premièrement, d'abord, moi, je pense que la responsabilité de l'État est établie. Parce que, vous l'avez dit dans votre introduction, la construction anarchique des uns et des autres a fait qu'on a complètement bloqué le passage de l'eau. Oui. Alors, l'eau, quand on bloque son passage, il cherche lui-même son passage. Donc, c'est ce qui expliquerait, à mon avis, toute cette catastrophe que nous sommes en train de vivre du côté de Koya. Et ce n'est pas terminé. Vous avez vu, on appelle le lait le bananéré. Oui. Ce qui sous-entend que c'est un bas-fond. C'est un bas-fond, c'est un fleuve qui est là quand même. Et la population, ce qui me sidère dans tout ça, c'est qu'elle est alertée depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui s'est produit de ces côtés-là. Mais ils n'ont pas pris les responsabilités pour... Vous avez vu, vous voyez les images, c'est assez regrettable quand même qu'on puisse
est-ce qu'on peut aller dire jusqu'à que ces c'est niveaux. la population qui n'a pas pris ses responsabilités? Puisqu'il y a quand même des départements qui sont chargés d'éviter tout cela. Et on doit quand même prévoir. Le problème guinéen, c'est qu'on ne prévoit pas. On veut soigner la plaie. Oui, c'est pourquoi je dis que l'État, la responsabilité de l'État, elle est entière sur cette question. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat devrait quand même prendre sa responsabilité pour, pour essayer de dégager un peu tous ceux qui vivent aux alentours de ce fleuve-là. Mais vous voyez que là, c'est pas que Koya, c'est un peu partout à travers les villes. Et je me demande qu'est-ce qui prend certains citoyens. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse construire. Pas que c'est l'État qui a occasionné ce laisser-aller, quand même, il faut le dire. Mais c'est cela, la réalité. Aujourd'hui, c'est un laisser-aller total. L'urbanisation en République de Guinée est devenue un casse-tête. C'est pourquoi j'ai dit que la responsabilité de l'État, elle est établie. Maintenant, au lieu de s'en prendre à l'État, je pense que les citoyens, puisque c'est eux les victimes de toute cette situation-là, et elle est en partie, je vais parler de la population, elle est en partie responsable de ce qui est en train de lui arriver aujourd'hui. On ne peut pas... C'est vrai que l'État, là où on a quand même pu déguerpir tout un quartier ou des quartiers, parce que sous prétexte que ces quartiers-là sont dans une zone réservée, je pense qu'on aurait pu quand même, pour ce cas de Koya, pour ce cas précis de Koya, pouvoir quand même dégager tous ceux qui sont là, parce que c'est quand même c'est une menace. On doit évacuer cette zone, c'est ça la solution. C'est une menace à la vie des uns et des autres. À mon avis, on aurait pu quand même interpeller, premièrement d'abord, les administrateurs locaux. Évidemment. Les administrateurs locaux, c'est les responsabilités qui sont impliquées. Les chefs de quartier, les chefs de secteur, les chefs de zone, c'est eux qui revendent ces portions de terre aux habitants. Le maire aussi, parce qu'ils sont tous impliqués là-dedans. Vous savez, le véritable problème dans notre pays, et vous voyez très bien que partout, à Lambagne aussi, je voudrais signaler, parce qu'il y a de ces cas qui passent inaperçus. À Lambagne, village, c'est le même cas. Et vous savez que c'est un bas-fond, les uns et les autres ont construit. À chaque année, c'est une inondation indescriptible. Alors à Koya, ce qui est déplorable, c'est que nous avons enregistré une perte en vie humaine, ce qui est regrettable. Et beaucoup de dégâts, jusqu'à date. On n'a pas pu quand même dénombrer le nombre de dégâts, mais à mon avis, l'État doit prendre sa responsabilité face à toutes ces éventualités-là. Oui. Et encore une fois, sanctionner, à mon avis, il faut sanctionner ces administrateurs locaux-là, parce que c'est eux qui permettent, puisque c'est moyennant quelque chose, c'est eux qui permettent les uns et les autres de venir s'installer, construire dans un fleuve. C'est quand même quelque chose qui est impensable. Vous voyez très bien que quand vous voyez la description, vous vous rendez compte que vous pouvez être dans un bas-fond, mais si vous respectez les limites. Oui, mais là, on est là-dedans, nous voyons très bien que c'est le passage de l'eau. Ouais. On ne peut pas quand même se permettre, je ne sais au nom de quelle aisance ou au nom de quelle urgence se permettre de s'installer pleinement dans un bas-fond ou tout au plus dans un fleuve comme ça. Voilà, on peut accuser l'État qu'on veut, puisque c'est de sa responsabilité de prévoir tout cela, d'encadrer, de sanctionner éventuellement ceux qui vont se permettre de s'installer là. Et à mon avis, la population guinéenne est là aujourd'hui. Vous voyez très bien que toutes les bordures de la mer est complètement prise. Oui. Et là, c'est les citoyens guinéens aujourd'hui, je me demande... Même les cimetières aujourd'hui sont complètement menacés dans notre pays. On veut construire partout. Je pense que là, on va beau accuser l'État, mais il faut une prise de conscience que les uns et les autres se rendent compte qu'au lieu de s'en prendre à l'État, c'est la population, elle est la première victime, et ils sont exposés à toutes les conséquences aujourd'hui. Et cela, je pense qu'il faut que ça cesse. C'est regrettable. Hein, oui, Ali Badarakila. En tout cas, félicitations de passage à notre confrère, à notre ami Ansoubaï Le Baldé de la rédaction, parce que il s'est battu corps et âme pour nous avoir ces images sous cette forte pluie. Hein. Il faut le dire. Moi, j'étais à la maison, il ne faut pas se leurrer, mais grâce à ces reporters qui se battent sous la pluie, nous avons quand même l'exactitude des faits en temps réel. Malheureusement, nous ne l'avons pas dans ce studio, sinon il allait de plus nous expliquer. Mais qu'à cela tienne, les détails qui nous ont été donnés, vous avez suivi le ministre Mori Condé, qui était sur les lieux. Moi, j'appelle ça médecin après la mort. Il faisait le médecin après la mort. Quand vous êtes dans un pays où l'État a abandonné sa population, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le peuple de Guinée a été abandonné depuis après son indépendance. C'est toi qui le dis. Oui, et j'assume.
Surtout que quand il y a des problèmes en République de Guinée, l'État n'intervient que quand drame se pose. Sinon, ce qui est arrivé aux gens de Koya, on n'allait pas arriver là. Mais malheureusement, nous vivons dans une république où même là où les gens viennent habiter sont devenus des cimetières. Parce que quand vous regardez bien cette image de Koya, selon mes informations, surtout d'autres informations que j'ai eues, c'est un pont qui s'est coupé. Non, ben ça c'est dans Kouria. Voilà, ça peut aussi se répercuter. Non, Kouria c'est après Manéa. D'accord. Aujourd'hui, vous voyez ces images. Et j'ai vu l'intervention rapide du ministre Morikonde. Mais bien avant Morikonde. La première vidéo que j'ai vue avait été publiée. C'est par après 1 heure que j'ai appris que Morikonde se dépêchait pour arriver à Koya. Pendant ce temps, les citoyens étaient en train de souffrir. Ça remet d'ailleurs en doute ou en cause la présence de la direction de l'intervention sociale avec Lancé Touré. Non, même pas Lancé, mais que gère aussi Tatakourou. Ah, Tatakourou, c'est par rapport à la sécurité, c'est pas la même chose. Vous allez comprendre. Quand on parle de sécurité, peut-être que les gens n'ont pas pu comprendre la situation, mais ça parle aussi des citoyens. Parce que j'ai vu un jeune se démerder qui se battait pour au moins sauver ses familles. Vous avez vu une femme. Et un jeune même qui a perdu la vie. Voilà. Je parle d'ailleurs de ce jeune. Oui. Une femme aussi coincée dans un endroit avec sa femme. Elle ne pouvait pas descendre. L'État doit prendre sa responsabilité. Moi, je ne veux pas dire que ce sont les citoyens qui doivent prendre leur responsabilité, mais c'est l'État. Attention, il doit avoir une prise de conscience aussi des citoyens. Je finis. On ne doit pas construire n'importe où. Plutôt, ceux qui doivent être conscients de ça, ce sont ces gens qui vendent ces terrains, qui savent que ces terrains sont devenus des cimetières. Ça, c'est les gens. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un patrimoine bâti ou bien à Koya. Non, mais Akila aujourd'hui, Akila quand même. Vous allez me comprendre. Akila, vous ne pouvez pas aller acheter une parcelle au cimetière de Bambeto. Non, vous ne pourrez pas. Jamais. Alors, jamais. Alors, la part de ici, les responsabilités sont partagées. Je ne partage pas. Je refuse de partager ces responsabilités. Je respecte ton opinion, mais les responsabilités sont partagées. Je refuse de partager ces responsabilités. Le problème, c'est l'État. Le problème, ce sont ces personnes qui gèrent les directions là, au patrimoine bâti public. Vous avez vu quand ils ont dit que les gens ont construit tout le long des routes, ils ont presque pris les terrains. Les terrains habités. Aujourd'hui, l'État à Conakry s'est décidé. Ils sont venus, ils ont démoli ces maisons. Pourquoi ne pas le faire pour ces personnes qui vivent aussi à Koya? Ils viennent s'offrir des terrains. Ce sont les mêmes personnes nommées par cet État-là qui se permettent de vendre ces terrains. Et puis avec des prix aussi exorbitants. Maintenant, quand un drame se pose, est-ce que ce sont ces personnes-là qu'il faut accuser? Non. C'est plutôt l'État, parce que l'État, c'est de responsabiliser, l'État, c'est désengagé. Il n'y a plus de contrôle. Les gens achètent des terrains comme ils veulent. Et quand vous prenez... Et au niveau du ministère de l'Habitat, c'est un flou total autour de tout ce qui se passe. Il y aura toujours de flou. C'est là-bas, les gombos se gèrent. En plus, tu l'as dit. Oui, non, ils font le coutou-coutou entre eux là-bas. Par après, ils vont sortir pour dire que tout va bien. On te donne un terrain, on sait que peut-être que ta longévité là-bas ne sera que courte durée parce que c'est un domaine de l'État. Ou c'est un domaine à haut risque. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le problème guinéen, c'est les cadres mais ça même, c'est clair. Le problème de la Guinée, ce sont ses cadres. Certains cadres, pas tout, parce que d'autres sont tellement honnêtes qu'ils ne peuvent pas s'hasarder à vendre des terrains comme ça à des citoyens. Parce que pour moi, là où j'ai vu la vidéo que j'ai vue, pour moi, ce n'est pas un lieu où on peut habiter. C'est un lieu invivable. À de telle manière, regardez.
Regardez comment les gens se sont engouffrés dans l'eau. En plus, on utilise même des cordes voilà, pour pouvoir sauver certains habitants. Parce qu'il n'y avait pas de solution. Ça, c'est la solution qu'a envisagé les habitants. Imagine, si cela n'était pas fait, on n'allait pas pouvoir sauver ces centaines de personnes bloquées par ces eaux. C'est dommage. C'est dommage, c'est regrettable. C'est ahurissant. C'est tellement regrettable des fois quand je regarde les images de la Guinée. L'autre fois, c'est les ordures que tu es. Les gens à Combos aujourd'hui, c'est l'eau qui est en train de ravager des maisons, tuer même mais pour l'eau, ça a toujours été le cas. D'autres personnes. Des fois, quand je regarde les images de la Guinée, j'ai l'impression que nous sommes en train de perdre le contrôle de ce que nous gérons. C'est pourquoi je responsabilise l'État et c'est à lui de prendre toutes ses responsabilités. Une telle garantie ne revient qu'à l'État. Ces personnes qui vivent là-bas aujourd'hui, ces sinistrés qui sont victimes, est-ce que l'État avait pensé à la souffrance de ces familles? Aujourd'hui, la saison pluvieuse, elle se prépare. Prenez un exemple sur le Portugal. Les Portugais savent déjà que quand c'est l'hiver, il ne va pas neiger comme la France ou bien l'Allemagne. Mais c'est la pluie qui va les fatiguer. Donc, ils savent que quand il pleut au Portugal, il y aura forcément des inondations. Il y a des experts qui étudient, ils disent, bon, mais la même chose peut être reconduite en Guinée. C'est possible. Mais le souci est que c'est un manque de volonté, s'il faut le dire. Non, mais c'est même possible. Parce que ce n'est pas un manque de cadre, mais plutôt un manque de volonté de la part de certaines autorités. Plutôt un manque de patriotisme. Oui, il y a pour clore sur ce sujet aujourd'hui. Pour vous, est-ce que le ministère de l'administration du territoire, bien sûr en partenariat avec celui de l'habitat, de l'aménagement du territoire et de l'habitat, les deux ministères doivent quand même pouvoir déguerpir ces emprises. Au lieu des emprises de la route, ils doivent aussi aller vers ces bras de mer et autres pour éviter que des personnes innocentes ne meurent de par la faute de certains administrateurs. Et vous savez, nous sommes envahis par l'anarchie qui se manifeste partout, que ce soit dans l'administration, que ce soit même dans la vie même des citoyens. Parce que là, moi je pense que le Koya, c'est un cas parmi tant d'autres. Aujourd'hui, il faut complètement revoir l'habitat ou l'urbanisme tout au moins dans notre pays. Et partout c'est comme ça. Moi je dis que c'est Dieu qui sauve les Guinéens. Nous sommes exposés à tout. Vous voyez très bien que partout là, c'est vrai que l'inondation, il faut rappeler que ça se fait, ça déborde partout, même en Chine, dans les pays les plus développés. Mais là, on se rend compte que c'est la pluviométrie, c'est l'augmentation de la pluviométrie qui fait que quelquefois on assiste à ces débordements là. C'est pas un problème lié à une quelconque infrastructure ou de défaillance qu'on peut constater dans le cadre de la construction anarchique des uns et des autres. Mais en ce qui concerne nous, la Guinée, notamment la capitale, parce que Koya, c'est dans le Grand Conakry, quoi qu'on en dise aujourd'hui, Koya, c'est presque Conakry. Donc, ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, il appartient à l'État de revoir toute cette... Puisque nous sommes dans le cadre d'une refondation, c'est ça aussi la refondation, il faut revoir cela. Et il faut complètement, à mon ami, retirer cette question de vente de terrain aux coutumiers et à certains responsables locaux qui sont complètement... qui baignent dans cette corruption, dans cet affairisme qui a complètement fini par assaillir ces secteurs-là. Partout, je prenais un exemple, quand vous prenez Kobaya, quand vous prenez Somphonia par exemple, et vous avez vu le lac de Somphonia, et vous avez vu combien de fois, quelquefois ici, le risque que les uns et les autres sont en train de prendre. Le pont de Kobaya, c'est la même chose. Surtout. Donc, vous voyez très bien que nous sommes presque complètement, sans pour autant faire cas de certains quartiers. Non, c'est comme d'ailleurs le cas de Somphonia. On appelle cette partie Petit Lac, mais on voit encore des gens venir construire. Mais c'est ça aussi la Guinée. C'est les réalités malheureuses de ce pays. Les gens aiment tellement se suicider dans ce pays qu'ils ne pensent pas à leur propre vie. C'est très grave et c'est dangereux. Donc aujourd'hui, je pense que la responsabilité, on n'en dira pas assez. La responsabilité de l'État est de faire en sorte que les responsabilités soient situées du côté de Koya, qu'on commence par sanctionner ceux qui se sont livrés à de telles ventes. Encore une fois, moi je ne peux pas dédouaner les populations là, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui a pris la tête de ces citoyens là pour quand même prendre un tel risque.
il faut encore, tous ceux qui ont pris les responsabilités de construire dans ce bas-fond-là ou sur ce fleuve-là, il faut les sanctionner. Au-delà de les dégazer, il faut les sanctionner. Et je pense que derrière, vous n'êtes pas d'accord qu'il faut dégager ces gens-là. Pour quelqu'un qui a tout perdu, tu vas encore penser à le sanctionner. À mon avis, à 80%, la nature lui a déjà sanctionné. Vous savez, moi, je m'inscris dans un pragmatisme. Hein. Je pense que... Tu veux faire du Poutine? On ne peut pas... on n'est pas... Je suis pas Russie. Oui. C'est une question. Non. Revenons en Guinée. Allez. Je pense que pour le cas de Koya, il faut, au-delà de taper sur l'État, il faut que l'État puisse prendre sa responsabilité, dégager tous ces gens-là. Et à mon avis, derrière, il n'y aura aucun... Et les dédommager. Il ne faut envisager... Et les dédommager. Derrière, à mon avis, il n'y aura aucun... ne veut pas entendre cela. Il n'y aura pas... à mon avis, une quelconque compensation derrière ce stress-là. Absolument. Mais je ne te reconnais pas aujourd'hui dans ce studio. On peut assister. Une famille qui est en train de souffrir. Il y a une agence contre les catastrophes naturelles qui est gérée par Lansine Condé. À mon avis, l'État peut se manifester de ce côté-là. Mais en ce qui concerne les constructeurs, c'est-à-dire que les gens qui ont perdu leurs concessions ou qui ont presque perdu certains biens, à mon avis, si l'État doit les dédommager, oui ou non? Dédommager pourquoi? Parce que c'était Il catastrophe. faut les assister. Moi, je suis. Mais c'est qu'on dit, les assister, c'est le terme peut-être qu'il n'a pas bien utilisé. Oui, dédommager, ça sous-entend que. Oui, évidemment, peut-être que ce n'est pas le mot. Ok, est-ce que l'État peut porter une assistance mais c'est de sa la première responsabilité de l'État, c'est de protéger. C'est ce qu'il veut dire. Voilà, donc cette question, je pense qu'il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Je me suis pas. Pas un dédommagement, mais plutôt une assistance. Une assistance et éventuellement les dégager tout au long de ce fleuve-là. Bien, c'est ce qu'on pouvait dire par rapport à ce premier sujet. En tout cas, toutes nos compassions à ces victimes de Koya suite à ces inondations qui sont survenues le week-end dernier. Nous pensons que l'État prendra ses responsabilités en vue d'éviter ces genres de situations, surtout en République de Guinée. On dit bien souvent que la nature a horreur du vide, mais deux fois il faut laisser le vide pour que beaucoup de vies soient sauvées. Vous êtes dans le scanner, on ouvre tout à l'heure l'autre sujet. Aujourd'hui, on ne va pas respecter les règles puisque notre invité il est jusqu'à Paris et il va nous joindre dans un instant. On va parler de transition avec lui, la gestion de la transition en République de Guinée, notamment les coups d'État en Afrique, et nous parlerons également des évaluations des différents ministères, les résultats en tout cas donnés ou publiés par le Premier ministre qui en tout cas estime qu'il y a un ministère qui a eu 0 point. Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité du jour, Aluseni Makane Rakake. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 10h30. Vous êtes sur Kavi Média, le média du développement. Et dans cette émission, le scanner, notre invité déjà au bout du fil, Aluseni Makane Rakake. Il est président du FND. Depuis Paris, il a accepté de se prêter à nos questions. Monsieur Makanera, bonjour. Bonjour. Merci. Et bonjour à vos fidèles auditeurs. Merci vraiment, monsieur Aluseni Makane Rakake. Il faut le dire, vous êtes, il faut le rappeler que vous êtes président du parti FND, allié incontournable. Front national pour le développement. Pour le développement, allié incontournable du RPG Arc-en-Ciel, comme vous l'avez toujours dit. Oui. Nous parlons de cette première question, la gestion de la transition. Quel est votre point de vue, monsieur Makanera? Bon, aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire la vérité, que pour le moment, le CNRD s'occupe beaucoup plus à des actions de développement que de retour à l'ordre constitutionnel. Alors qu'au fond, leur véritable rôle serait de nous amener vers les élections qui vont consacrer la fin de la transition. Moi, je crois que cela est plus important que de faire des ponts et des routes. Donc aujourd'hui, vous estimez que le CNRD ne s'investit pas en partie, s'il faut le dire,
pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Donc, est-ce qu'on peut supposer, vu ce que vous venez de dire, que le CNRD a cette ambition de s'éterniser au pouvoir? Bon, pour le moment, moi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire cela, mais moi, carrément, je ne sais pas comment ils peuvent s'éterniser au pouvoir à partir du moment où le CNRD n'est pas un parti politique. Le président du CNRD a toujours rappelé que ni lui ni un autre de leur groupe ne va se présenter à une élection. Cela, pour le moment, je voudrais maintenir à cela et de croire profondément qu'il tiendra compte de ce qu'il a dit et répété. Alors, j'abonde dans le même sens que... Alors, bonjour d'abord, M. Makanera. Bonjour. Bien, j'abonde dans le même sens que Abdallah pour dire que si on ne parle pas de... Si cette question de s'éterniser au pouvoir, pour votre avis, n'est pas envisageable, alors est-ce qu'on peut parler d'un glissement? Parce qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait un glissement. Bon, c'est vrai, à cette allure, on peut aller vers le glissement rapidement. Mais moi, je pense que s'il y a une volonté populaire et politique tout de suite, rien n'empêchera le CNRD de faire en sorte qu'il puisse tenir le délai. Parce que, franchement, moi, je pense que on n'avait pas besoin de tout ce qui a été listé là. À partir du moment où les principaux acteurs politiques de la Guinée sont tous d'accord de pouvoir utiliser le fichier actuel, je pense que cela allait vraiment permettre au CNRD de partir directement vers l'organisation des élections que de recommencer de faire d'autres recensements. Parce que le fichier électoral alors là est consensuel, et c'est tout ce qu'on recherche. Bien. Oui, Akila, l'autre question. Bon, parlons justement de coup d'État en Afrique. Vous l'avez dit, vous avez insisté là-dessus. Nous avons eu beaucoup de débats autour de cette question. Vous avez dit que les changements de constitution ne sont nullement à l'origine des coups d'État en Afrique. Le cas spécifique du Niger l'a déjà prouvé. Aujourd'hui, comment vous percevez tout cela? Aujourd'hui, si on vous demandait, M. Kaké, quelles sont les origines ou les causes exactes des coups d'État en Afrique, que répondrez-vous? Bon, je dirais que les coups d'État en Afrique ont des causes et des origines diverses. Mais ce qui est important, il faut remarquer que souvent, ceux qui passent à l'acte sont souvent dans le même groupe. Donc on peut dire même que c'est une révolution de palais. Donc ça n'a rien à voir avec la position politique du régime, ni le fait de changer de mandat. Mais à l'origine, d'un côté, il faut dire qu'il y a le niveau de la mentalité du peuple. Oui. Il y a le fait que l'Afrique, nous avons favorisé l'intégration économique sans l'intégration politique, alors qu'il ne peut jamais avoir une intégration économique reçue sans l'intégration politique. Il y a aussi, il faut avoir le courage de le dire, le fait que le pouvoir est détenu en grande partie par une seule personne. Dès que quelqu'un est président de la République, il dispose de l'État et de ses institutions comme un bien privé. Ce qui augmente la tentation chez les autres d'être là-bas et faire la même chose. Et deuxièmement, lorsque lui, il est neutralisé, toutes les institutions sont neutralisées parce que toutes les institutions dépendent de lui. Alors qu'au fond, s'il y avait une véritable séparation de pouvoir et que chaque institution jouait pleinement son rôle, même si vous neutralisez le président, les autres institutions allaient vous empêcher de pouvoir être là où vous voulez. Oui. Mais si c'est le président qui commande toutes ces autres institutions aussi,
Quand il est neutralisé, il n'y a plus rien. Donc, tous ces facteurs-là doivent être pris en compte. Bien. Et pour terminer, je pense qu'il est important aujourd'hui de voir comment organiser les élections si ça ne tenait qu'à moi seul. Toutes les élections majeures devraient être certifiées par une institution supranationale, de manière à ce que les résultats de ces élections puissent refléter la réalité des urnes. Cela aussi pourra amener les gens à défendre des valeurs et non des positions partisanes. Parce que même si les élections sont bonnes, mais si c'est, surtout en Afrique, si c'est l'adversaire qui déclare les résultats, l'autre difficilement il peut être d'accord que les résultats sont bons. C'est pourquoi moi j'avais préconisé pour le cas guinéen, depuis que le CNRD est au pouvoir, de pouvoir auditer au moins les élections de 2010 jusque maintenant. Parce que ça, c'est possible. Pour qu'on puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Moi, je suis convaincu que les élections étaient bonnes. Mais si on trouve que les élections ne sont pas bonnes, on pourra éventuellement corriger. Si c'est bon, ceux qui doutent que les élections n'étaient pas bonnes sont convaincus de la véracité des résultats. Cela peut amener les gens à être vraiment dans une position qui leur permettrait de défendre seulement les valeurs. Mais aujourd'hui, il y a trop de subjectivité. C'est pourquoi, quand vous voyez les gens soutenir, comme ce qui se passe au Niger aujourd'hui, les putschistes, souvent c'est pas par l'amour pour ceux qui ont renversé le régime, mais c'est parce qu'ils expriment leur opposition au régime qui a été renversé. Et pour exprimer ça, ils font ça à travers les supposés soutiens de la junte au pouvoir. Sinon, on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a été tout le temps ici, le soutien de Issoufou, ensuite le soutien de Bazoum, que cela soit plébiscité par les militants de Hama Amadou, qui a été d'abord emprisonné et empêché de battre campagne. Il a fait sa campagne en prison et il a été qualifié au second tour. En dépit de tout cela, le régime de Issoufou n'a pas accepté qu'il soit libéré pour faire la campagne de deuxième tour. Et quand Bazoum a été porté candidat, la justice a empêché Amadou aussi encore d'être candidat. On l'a empêché d'affronter Bazoum. Si on voit les militants, les sympathisants de ce monsieur-là soutenir l'actuel président de ceux qui ont renversé le régime de Bazoum, il faut être intelligent pour comprendre que ce n'est pas parce qu'ils aiment ce monsieur-là. Alors, à vous entendre, M. Kaké, est-ce que c'est comme pour dire que le président Bazoum serait très mal élu? C'est cela? En partie. Mais j'avais toujours dit, vous pouvez regarder toutes mes interviews, ce qui est arrivé au Niger, ça ne m'a pas du tout surpris. Vous savez, on est en train d'infantiliser les Africains. Infantiliser c'est de nous faire croire que lorsque il y a l'alternance à la tête de l'État, que c'est la démocratie. Et c'est faux. Avant que Kouyaté ne parle de ce que dire que Bazoum, Issoufou n'est pas parti, j'avais toujours dit. C'est-à-dire, Issoufou a empêché celui qui pouvait gagner face à Bazoum.
Donc, quel que soit le résultat là, moi, je ne peux pas considérer que c'est un bon résultat. Et ce qui se passe à Niamey aujourd'hui, renseignez-vous. La capitale de Niamey, la majorité, ce sont les militants et sympathisants de Hama Amadou. Monsieur Makanera. Et vous avez vu la mobilisation qui était au stade. Oui, hier, nous avons... Monsieur Makanera, il y a d'aucuns qui pensent que le coup d'État du Niger n'est jusque-là pas justifiable. Est-ce que ce que vous dites aujourd'hui, ce que vous nous racontez, est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui le renversement de Bazoum au pouvoir? Ou pourrait expliquer. Ou voilà, pourrait expliquer davantage. Je vous jure sur l'honneur que ce qui se passe, ce qui n'est pas, ce que les gens vous savez, quand les gens parlent, il faut chercher à comprendre. Celui qui a renversé Bazoum ne peut pas justifier pourquoi il l'a renversé. Parce qu'ils étaient tous ensemble. Mais le fait qu'il soit renversé aujourd'hui peut être expliqué par un autre. Parce que celui-là n'a jamais dit parce que les autres étaient empêchés d'être candidats, parce que c'est eux qui les ont empêchés d'être candidats. Alors, M. Kake... Mais là, les arguments actuels ne passent pas. Dire que pour la lutte contre le terrorisme, partout où on a fait le coup d'État, ça n'a pas arrangé les choses par rapport à la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, ça a empiré, ça a commencé au Mali. Les terroristes, les djihadistes étaient au nord seulement. Dès que Aya Sanogo est rentré dans le jeu, aujourd'hui, c'est comme un cancer qui fait la métatase. Les djihadistes sont un peu partout, même à Bamako, on vient des fois frapper Bamako. Mais ce que je veux vous dire, il faut que les gens acceptent les principes démocratiques. La démocratie, ça ne veut pas dire qu'un quitte, l'autre vient. Ça, c'est de nous infantiliser. Alors, M. Makanera, je n'ai vu personne Monsieur Makanera, qui a félicité. Oui. Voilà, quand vous parlez des principes démocratiques, on compare un peu le cas du Niger à celui de la Guinée. D'aucuns ont pensé qu'en Guinée, que Alpha Condé, l'ancien président, avait fait le putsch constitutionnel. Est-ce que d'un côté, cela ne justifierait pas aussi que Mamadi Doumbouya a juste rectifié le tir? Mais je vais vous dire, si on fait l'audit du référendum, si on trouve que la majorité des Guinéens avaient voté favorable au référendum, on a fait le putsch contre qui? Parce que de toute façon, chaque peuple est souverain. Quand vous prenez la situation de la République, la 5e République française, de la 4e à la 5e, De Gaulle a décidé de passer à la 5e République pour renforcer son pouvoir à lui. Parce qu'il a supposé que la 4e République française était instable parce que l'exécutif n'était pas fort. À cette époque, même en France ici, il y a eu des intellectuels qui avaient commencé par dire que ce n'est pas prévu par la constitution de la 4e République, il y a ceci, il y a cela. Mais qu'est-ce qui a emporté l'adhésion de tout le monde? C'est dire la capacité de tous les peuples de pouvoir disposer de d'eux-mêmes est plus important que n'importe quel article de la Constitution. Alors M. Makanera, je pense que la question... Attendez, je vais finir. Allez-y, on vous écoute. A été mal posée. On devait dire soit le référendum qui a été organisé, la majorité de la population guinéenne n'était pas favorable. On parle de coup d'État constitutionnel. Mais à partir du moment où la majorité a accepté le projet de la Constitution, on ne peut plus parler de coup d'État constitutionnel. Oui, Yaya. Alors, M. Kake, quand nous prenons ces différents putsch qui se sont opérés dans la sous-région ici, à mon avis, chaque putsch a sa raison à lui. Donc, on ne peut pas quand même les associer. Quand nous prenons le cas de la Guinée, les raisons qui ont été brandies par
le colonel Doumbouya, c'était le troisième mandat. Ensuite, c'était le fait que le dialogue était complètement rompu et toute cette instabilité politique qui caractérisait la gouvernance de Condé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le cas du Mali, le Burkina Faso. La raison principale brandie, justement, c'est cette question sécuritaire. Alors, est-ce qu'on peut associer toutes ces trois gentes-là pour essayer d'expliquer un peu, puisque vous avez argumenté comme pour dire que les troisième mandats ne sont nullement liés au putsch dans la sous-région? C'est pas moi qui le dis, c'est la réalité qui l'impose. Mais en Guinée, ici, c'est la raison principale. Et il y avait eu coup d'État. Hein? J'ai dit en Guinée, ici, c'était la raison principale. Non, la raison... Bon, moi, je n'ai jamais entendu d'abord Mamadi dire le troisième mandat. Parce que ce qui est évident, jusqu'au lendemain du 5 septembre, jusqu'au 5 septembre, Mamadi était dans le même camp que nous. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est dire que la constitution qui a été adoptée, c'est pas ce qui a été publié. Donc, il n'est pas l'émanation du peuple. C'est ce qui a été dit. Mais pas affaire de... Il ne peut pas le dire. Maintenant, ce que je vais vous dire... Allez-y, nous vous écoutons. Quand vous prenez dans la sous-région, vous prenez le nombre de coups d'État, vous regardez le nombre de troisième mandat, c'est-à-dire le président qui a fait troisième mandat qui a été renversé. Si je prends le Mali, c'est le quatrième coup d'État. Aucun de ceux-ci n'a fait 3 mandats. Parce qu'il y a eu d'abord ATT, après il y a eu IBK, après IBK, il y a eu un président qui a été renversé parce qu'Assimi Goïta a fait 2 fois. Ça fait déjà Mali 4. Aucun d'eux. ATT, c'était à 3 mois de la fin de son mandat. Il n'était même pas candidat. Il a été renversé par un coup d'État. IBK n'avait pas fini son deuxième mandat. Vous allez au Burkina, c'est le 3e coup d'État. Alors, personne n'a fait Monsieur Makanera, on va l'écouter. Donc ça fait déjà 7. Non, pour faire le calcul, vous savez, on fait une moyenne pour dire la raison fondamentale, c'est ça. Quand le scientifique parle, il regarde le nombre de coups d'État. Il prend le nombre de coups d'État là, il divise, il trouve un quotient. Il regarde maintenant le nombre de fois qu'est contenu le 3e mandat dans le quotient pour faire une analyse généralisée. S'il y avait sur 10, 8 personnes qui avaient fait 3 mandats, ou même 6, on pouvait généraliser, dire que le 3e mandat. Mais sur 10, vous n'avez qu'une seule personne qui a fait 3 mandats. Comment on peut généraliser ça? Alors, selon vous, puisque vous étiez dans le... Oui, on va changer de sujet. Yaya, si tu me permets... Une fois, ça fait 8, la Guinée, 9. Sur les 9, c'est Alpha seulement. Un seul coup d'État. Alors, monsieur Makanera, moi, je vais mettre la Guinée de côté. Parlons un peu du Burkina et le Mali. Non, je veux qu'on parle même de la Guinée. Il n'y a pas de souci. Vous vivez déjà dans une république qui est considérée comme la mauvaise concubine en Afrique de l'Ouest, s'il faut subsaharienne, aujourd'hui qui est accusée de vouloir s'emparer de tous les biens. C'est pourquoi d'ailleurs quand ces poukistes du Mali et du Burkina Faso, quand ils prennent la parole, accusent toujours la France. Comment vous, en tant qu'homme politique, vous percevez ces arguments de ces 2 poukistes? Ce sentiment anti-français. Voilà, anti-français. Comme aujourd'hui, quand je sortais, j'avais une petite quantité de poissons à l'aéroport. Il y a un douanier qui m'a arrêté, il m'a demandé, je me suis présenté. Finalement, on a un peu parlé de la politique. Lui-même, il était un peu inquiet par rapport à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, surtout pour le gouvernement français. Je lui ai dit clairement qu'aujourd'hui, il faut pouvoir analyser les choses. Même la CEDEAO, là où elle a péché. Le sentiment anti-français qui est exprimé
souvent, c'est pas dirigé contre la France, mais c'est dirigé contre les régimes qui sont supposés être soutenus par la France. C'est cette haine de ces régimes qui est exprimée contre la France qui est supposée être le soutien. C'est ce qui a fait que même l'intervention de la CEDEAO va être difficile au Niger. Si la CEDEAO avait dit, après le putsch, elle condamne le putsch et elle demande l'organisation des élections dans les 3 ou 4 mois et la gestion de cette période de transition par des civils et ne pas imposer le retour de Bazoum, la manifestation qui a eu lieu au stade n'allait pas avoir lieu. Mais dès que la CEDEAO a décidé que forcément il faut retourner Bazoum, tous ceux qui étaient opposés au régime de Bazoum se sont retrouvés alliés directs de circonstances de la junte. Et par conséquent, la France supposée être soutien de Bazoum se trouve maintenant l'adversaire de ces Nigériens. Donc, ils trouvent maintenant un vocabulaire pour exprimer et instrumentaliser la population contre la France. Donc, pour vous, M. Kaké, la France n'en est à rien dans cette situation, c'est cela? Mon frère, celui qui quitte la France va en Russie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche. Moi, à Bokeka, on m'a demandé, vous savez, l'exemple que je leur ai donné, allez voir la CBG, les conditions des travailleurs de la CDG. Allez voir les conditions des travailleurs de Russal et même des Chinois. Faites votre choix. Ça ne peut pas être mieux que ça. Quelqu'un qui quitte. En France, il y a une opinion publique ici. Même si le régime veut soutenir la dictature d'une manière, les députés et les autres là peuvent influencer la décision du président Macron. C'est pas ce qui se fait là-bas. Donc allons-y pas à pas, M. Kaké. Quand nous prenons, parce que ce qui irrite un peu la population ouest-africaine, c'est un peu ces 2 poids 2 mesures de la France dans le cadre de ces pushs-là. Quand nous prenons le Tchad, par exemple, c'est un coup d'État qui s'était opéré au Tchad. La France n'avait pas condamné, et elle a tout au moins accepté et acclamé ce coup d'État-là. Alors, de l'autre côté, quand nous prenons le Mali, par exemple, la France s'était opposée parce que, brandit-elle, je vais parler de la population ouest-africaine, parce que les intérêts de la France semblent être menacés du côté de Mali. Est-ce que ce n'est pas une question d'intérêt plutôt que une question purement personnelle ou interpersonnelle? Mais je vais vous dire, aucun pays n'intervient dans un autre pays pour aider ce pays-là. Celui qui pense à ça n'a rien compris des relations internationales. C'est une guerre d'intérêt. Mais dans chaque relation, on cherche à savoir ce qu'on peut gagner. Travailler avec la Russie, quelle est une colonie de la Russie qui s'en sort? Même Cuba s'en sort pas. En dépit du fait que ça ne sort pas, quand on fait des relations avec la Russie, on gagne quoi? On ne gagne même pas la démocratie. Au moins, quand on est avec les Occidentaux, il y a certaines normes. Donc, alors, M. Kaké, si vous me permettez, Abdallah. Oui, vas-y. Alors, M. Kaké, il y avait la CEDEAO. Revenons au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO avait donné un ultimatum d'1 semaine à la junte nigérienne pour qu'elle rétablisse Bazoum dans ses fonctions. L'ultimatum est expiré hier. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu des actes concrets dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut parler de facto ici d'une dislocation de la CEDEAO, de facto? Bon, moi, je ne pense pas que la dislocation de la CEDEAO peut être en faveur de n'importe quel pays de la sous-région. Il faut que la CEDEAO se remette en question et chercher à résoudre des problèmes. Moi, je pense qu'il manque de stratège à la CEDEAO. Dès qu'ils ont dit qu'ils vont faire ramener Bazoum, j'avais dit que je donnais 15% seulement à la recette. C'est pas possible. Parce que vouloir le faire, tous ceux qui sont opposés au régime de Bazoum vont s'ajouter au soutien et
militaires qui ont renversé le régime de Bazoum. Alors qu'au fond, c'était simple. S'ils avaient dit les élections, les militants de Amadou et autres là, qui se mobilisent au stade, allaient se trouver à l'heure là, ils sont en train d'organiser pour préparer une élection. Et si quelqu'un fait le coup d'État, il ne parvient pas à gérer, un autre ne fera pas le coup d'État. Donc le manque... Si on fait le coup d'État pour le peuple, dès qu'on renverse le pouvoir, on allait donner le pouvoir au peuple, parce que c'est facile de remettre le pouvoir au peuple. Mais on fait le coup d'État, on se maintient au pouvoir. Bien. On ne comprend pas que monsieur on le fait pour soi d'abord, avant le peuple. Monsieur Kaké, à vous entendre, c'est comme si la mauvaise ou la stratégie de la CEDEAO a amené les détracteurs de Bazoum à se mettre ensemble pour soutenir la junte au pouvoir. C'est ça, évidemment? Oui, faites une analyse. Bien. Appelez au Niger, demandez au Niger où se trouve le fief de l'opposition à Bazoum, surtout de Amadou. Bien. On va vous dire c'est la capitale Niamey et ses environnants. C'est ceux qui se sont mobilisés au stade. Oui, parlons justement de ce taux de sujet. Il faut être un stratège pour comprendre ça. Ok, parlons de ce taux de sujet, docteur M. Makanera. C'est par rapport à l'évaluation des ministères. Je sais que vous avez suivi cette actualité, ça vous fait rire, je vous comprends. Aujourd'hui, quand nous parlons de ce processus, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Qu'est-ce que vous pensez de ce processus globalement? Vous savez, avant même le début de l'évaluation, j'avais dit, je n'attends rien de ça, parce que quand les TDR ne sont pas bien définis, vous ne pouvez jamais avoir un bon résultat. Vous savez, l'évaluation des ministres est tellement des ministres est très différent de l'évaluation des ministères. Quand vous prenez un ministère, selon les lois guinéennes, vous avez 3 catégories de personnes. Vous avez le ministre, qui est un agent de décision, qui prend la décision. Et le ministre qui prend la décision, il ne prend pas seul. Donc c'est le gouvernement qui est évalué à travers le ministre. Tout le gouvernement. Maintenant, vous avez les agents d'encadrement. C'est les secrétaires généraux, les directeurs nationaux. Et vous avez les autres, les agents d'exécution. Mais si vous définissez le même TDR pour les 3 catégories, alors qu'ils ne font pas le même travail, comment vous pouvez avoir un bon résultat? Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, quand j'ai vu le Premier ministre parler, vraiment, j'ai eu pitié de lui, mon frère. Pitié en plus. Wallahi, vous savez pourquoi? J'avais toujours dit, avoir de l'expérience, c'est important. Mais quand le Premier ministre dit qu'un ministère a eu 0, mais qui est fautif? Non, mais est-ce qu'il est le ministère ou bien le Premier ministre? Est-ce qu'il est possible... Vous savez, le rôle du Premier ministre, c'est quoi? Monsieur Makanera Kaké, est-ce qu'il est possible qu'un ministre enregistre 0 point? Est-ce qu'il est possible? Parce que vous avez été quand même ancien ministre. C'est impossible. On ne peut jamais évaluer quelqu'un qui a participé à l'évaluation d'avoir 0. Même en classe. Mais comment? Celui qui est présent et celui qui n'est pas présent, s'ils sont identiques, c'est que l'évaluation n'a pas été bien faite. Parce que même le fait de se présenter déjà n'est pas 0. Alors, autre question. Depuis que vous êtes né, vous avez vu un examen où quelqu'un a eu 0,0. Impossible. On nous a appris ça dans les classes en tant qu'ancien. Parce qu'au moins, on fait la différence entre celui qui est présent et celui qui n'est pas présent. Celui qui n'est pas présent à 0,0. Celui qui a participé à 0,0. Où se trouve la différence? Donc même la notation pose problème. Mais ce que je voulais ressortir, on dit le Premier ministre et le président, c'est eux qui sélectionnent les ministres. C'est comme un entraîneur de football qui sélectionne ses footballeurs pour un résultat bien déterminé. Si pendant un an, quelqu'un qui tu as sélectionné a fait 0-0 et il est resté un an, c'est lui qui est fautif ou bien toi?
Monsieur le ministre. Dans la question, là, oui, Monsieur le ministre, monsieur le président, si vous l'acceptez. Monsieur le président, la composition, parlons de la composition de ces évaluateurs. On parle des anciens ministres de Conté et de Condé. La première question, quelle est votre appréciation sur l'équipe qui constitue cette équipe gouvernementale? Et il y a parmi les ministères qui ont été évalués, le ministère de la Défense qui n'a pas été évalué. Rétorque le Premier ministre, c'est sur la base de la loi 025 qui a été votée en 2018. C'est sur la base de cette loi, effectivement, qu'ils n'ont pas évalué le ministère de la Défense, tout au moins. Est-ce que vous, en tant qu'ancien ministre, cette loi existait déjà depuis 2018? Bon, moi, je ne sais pas quelle est la loi qui fait la différence entre les départements. Ce que les gens ne peuvent, ce que je veux que les gens comprennent, tous les ministres sont pareils. Il n'y a aucune différence entre un ministre de la Défense et les autres ministres. Ils sont tous membres du gouvernement et sous la coupe du président de la République. Donc quand on évalue, on doit évaluer tout le monde. Mais est-ce que les Guinéens savent évaluer les ministres? Je vous prie de me croire. Si on fait une bonne évaluation, vous trouverez ceux qui sont classés, les derniers peuvent être les premiers. Donc vous voulez parler d'une question d'affinité et de règlement des comptes, c'est cela? Non, ou bien parce qu'on sait. Moi, j'ai été évalué une fois, même au temps d'Alpha. J'ai été noté pour ce que j'ai fait pendant la période d'Ebola pour faire la promotion du tourisme. Au moment où même nous-mêmes en Guinée, on a mis les gens dans des situations où personne ne doit sortir de son village. Où on a dit on doit la distanciation sociale, on a exigé ça. Vous notez quelqu'un pour faire la promotion du tourisme pendant cette période. Mais quand même. C'était difficile. Oui, à qui la question? Alors, il y a ma deuxième question qui n'a pas été répondue. Laquelle? Oui, rapidement. Par rapport à la composition de ces évaluateurs, monsieur le président. Sur quoi on a évalué les ministères et les ministres? Parce que ce que je vais vous dire, à supposer même que le travail qu'on a donné au ministère, ça n'a pas été fait. Donc il faut faire la part des choses. Qu'est-ce que le ministre a fait de mauvais? Et parce que le ministre, quand il est nommé, c'est pas lui qui nomme tous les cadres. Nous savons tout cela. Et c'est pas lui qui a formé ces cadres. Et c'est pas lui qui envoie les cadres dans son département. C'est des gens qu'il a trouvés. Est-ce que quelqu'un peut mal faire là-bas que cela soit du compte du ministre? Parce que vous avez rencontré un mauvais secrétaire général, par exemple, par là, et de l'autre côté, un mauvais directeur national. Si ils ne savent pas travailler, la faute, c'est le ministre. Bien. Je pense que ça peut répondre à ta question, Yaya. Oui, monsieur le ministre, moi je vais un peu retourner en arrière. Quand vous parlez de Bernard Gomo, on sait que Bernard Gomo est venu trouver un gouvernement déjà en place après la démission de monsieur Béavogui et surtout d'autres ont été recommandés. Est-ce que de ce côté, il ne serait pas face à une difficulté de prendre certaines décisions, surtout pour ces ministres qui ont été recommandés? La deuxième question, elle est très simple. Quand vous, je finis. Quand vous comparez la gestion actuelle de l'actuel gouvernement, pardon, et celle de l'ancien gouvernement mis en place par Kassori Fofana, quand vous les comparez, vous tirez quoi comme bilan et conclusion? Sauf si vous m'aidez de faire là. Moi, ce que je sais, au temps de Alpha, la gestion était, pour moi, est plus rigoureuse que maintenant. Ouais. Moi, j'étais député à l'Assemblée nationale. Je sais, quand le président Alpha avait tellement serré, les gens, pour pouvoir avoir de l'argent, ils ont transféré des montants sur le salaire parce qu'il avait dit il ne donne la priorité au remboursement de la dette. D'abord le salaire, le remboursement de la dette et l'investissement. Donc, mais quand votre première question, quand on vous donne un travail, si vous ne pouvez pas le faire, vous ne devez pas rester. On dit il est le coordonnateur
de l'action gouvernementale. Oui. Un premier ministre ne peut pas coordonner ce qui est zéro parce que ça n'existe pas. Le zéro n'existe pas. Comment il peut coordonner le zéro? Et s'il continue à coordonner le zéro, est-ce qu'il a fait le travail? Honnêtement, entre nous, terre à terre, on peut coordonner le zéro? Impossible, hein? selon votre analyse, si on doit répondre carrément à la question. Non, laissez-moi lui donner une autre chance. Le Premier ministre en paix. Oui. Ce qui n'existe pas, comment vous allez coordonner ça? Parce que le zéro veut dire que ça n'existe pas. En réalité, est-ce qu'on peut parler de diversion alors, M. Makanera? Non, moi je pense le CNRD a besoin de toutes les intelligences de la Guinée. Bien. C'est-à-dire ce qu'ils feront aujourd'hui, ça ne sera jamais zéro. Là où ils vont laisser, c'est là où les autres vont commencer. Il y a des grandes spécialités, des grands spécialistes dans ce pays-là, de ceux qui ont fait les études de la fonction publique, qui peuvent aider le gouvernement à maximiser les actes qu'il pose en faveur de la population et même à évaluer les ministres et les cadres de leur ministère pour les rendre beaucoup plus performants. Mais à cette allure-là, on risque de noyer le poisson. Dans l'eau. Parce que les meilleurs peuvent se retrouver derrière, alors qu'au fond, ils sont les meilleurs. Bien. Dernière question, Yaya. Honnêtement parlant. Oui. Monsieur Makanera, deux questions en une. Si vous me permettez, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation avait à un moment donné menacé ici certains partis politiques qui n'étaient pas en conformité avec la loi. Alors, j'ai fouillé sur la liste de partis qui ont été publiés. Je ne voyais pas le FND. Alors, est-ce que votre FND fait partie parmi les partis sans adresse ou des partis tout au moins qui n'existent pas au ministère de l'administration du territoire? Ça, c'est la première question. La deuxième, on va se contenter de la question. Deuxième question, Yaya, on est pris par le temps. On va se contenter de cette question parce qu'on a d'autres sujets. Oui, rapidement, monsieur Kaké. Rapidement, à l'ère des charges, la faute ne dépendait pas du ministère, ça dépendait de nous. Quand il y a eu le changement à la tête du parti FND, on n'a pas changé le numéro de téléphone. Ils ont continué à appeler l'ancien numéro de téléphone, il n'y avait pas de répondant. Mais seulement par rapport à l'évaluation des partis politiques, je voudrais vous dire deux mots seulement. J'ai été dessus et des cadres du ministère et les cadres des partis politiques. Mais mon frère, wallahi billahi, le niveau de l'Afrique dépend de la qualité de ces cadres. Quelqu'un dit je veux appliquer la loi. Les gens ne voient que ce qui est mauvais dans ça. Quand on dit on applique la loi, les faibles doivent danser. Si on dit on applique la loi, si les gens ont peur, c'est qu'on veut mal appliquer la loi. D'abord, quand j'ai entendu certains leaders dire ceux qui n'ont pas de siège, nulle part au monde, et surtout la loi guinéenne, on ne peut dissoudre un parti politique à cause du siège. Parce que le siège, d'abord, la loi n'a jamais défini qu'est-ce qui doit être le siège. Est-ce que c'est une chambre? Est-ce que c'est une cour? Est-ce que le siège doit être à Conakry? Ou bien ça doit être à chose? Même tu peux être à Conakry, tu as ton siège à Koufin, dans les îles là-bas, où même aucun véhicule ne Est-ce que vous avez votre siège, monsieur Makanera? Moi, j'ai le siège. Mon frère, j'ai dit à l'autre, des fois les gens me demandent est-ce qu'il y a le siège. Celui qui paye plus de 4 000 € chaque année, pour lui seulement, ça c'est pas même le bien de sa famille. Quand on lui demande s'il peut avoir un local pour ça, mais c'est ridicule. En tout cas, mais moi je ne parle pas de mon cas, mais je parle de la perception des gens. C'est que les gens n'ont rien compris. Pour que les partis soient dissous, la loi est claire là-dessus, il faut 3 choses seulement. Premièrement, la dissolution d'un parti
premièrement, c'est lorsque vous recevez l'argent des personnes étrangères, que ce soit personne morale ou physique. Deuxièmement, c'est lorsque vous recevez plus de 20% de l'argent, plus de 20% du patrimoine du parti. Cela veut dire quand on réunit tout le patrimoine du parti, si c'est 1 million, vous ne pouvez pas recevoir plus de 200 000. Même des personnalités guinéennes, même le leader du parti ne peut pas financer à plus de 20% du patrimoine du parti. C'est une cause de dissolution du parti. Troisièmement, c'est lorsque les responsables et les militants du parti ignorent le rôle du parti politique, ils véhiculent des idées de haine, ils s'opposent à l'État républicain et ils sèment de troubles dans la cité. Voilà les trois raisons. Bien. Vous ne verrez nulle part où on parle de l'argent dans un parti politique comme cause de dissolution. Même en France où je me trouve ici, ici les gens font des cotisations. Mais un parti qui n'est pas financé par l'État est pauvre. C'est quand vous allez aux élections, vous avez des bons résultats. Quand vous allez aux législatives, chaque voix, vous obtenez environ 1,4 €. C'est pourquoi le parti, les Républicains en France, ils ont vendu leurs sièges. Ils sont en location. Même le Parti socialiste a vendu son siège parce qu'ils sont allés aux élections et n'ont pas eu de bons scores. Parce que j'entends dans un pays où la corruption gangrène notre économie, tue notre pays, et qu'on dise que c'est des anciens gestionnaires qui ont créé les partis, qui ont de grands moyens, que c'est eux qui sont les références, je ne sais pas qu'est-ce que nous voulons défendre chez nous. Bien. Monsieur Aluseni Makane Rakake, le président du Front National pour le Développement, notre invité de ce lundi. Merci, monsieur Makanera. Je rappelle que vous êtes... vous remercie. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de France, Paris. Hein, c'est ça, évidemment. Exactement. Merci, ouais. Merci et bon séjour du côté de Paris. Dans la région parisienne. Dans la région parisienne, hein, comme vous aimez le dire. Toujours égal à lui-même. Droit dans ses bottes. Merci, monsieur Makanera. Merci d'être passé dans cette émission. Je vous remercie. Merci bien. Et nous allons parler de ces autres sujets. On est vraiment taxé par le temps. On a pris plus de temps, mais c'est Makanera. C'était de bonne guerre, si on peut l'appeler comme ça. Et nous parlerons tout à l'heure pour vous, votre plaisir, aimable auditeurs et téléspectateurs, de l'achat probable du PUP par le locataire du Palais Mohamed V. Évidemment, nous parlerons de ces négociations entre le gouvernement et le mouvement syndical. Tout cela, c'est tout à l'heure, juste après cette courte transition. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Vous êtes dans le scanner de Kavi Média si vous venez de nous prendre en marche. Nous sommes dans la dernière ligne droite, chamboulement même de notre menu du jour à travers l'intervention de notre invité Aluseni Makane Rakake qui était au téléphone depuis Paris avec nous. Nous parlons de cette autre actualité, achat du PUP par le locataire du Palais Mohamed V, une rumeur qui s'est répandue comme une traînée de poudre le week-end dernier, à qui là on a eu à échanger. Vous avez quand même eu à votre tour à échanger avec ces femmes qui vous ont soufflé entre griffes cette information, mais qui a été vite démentie par la cellule de communication du PUP, parce que moi, quand même, j'ai eu la chance de parler avec des cadres de ce parti. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Akila? Vous savez, quand on donne une information, les gens pensent que c'est une extrapolation. Mais quand vous fouillez et vous indaguez, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ont parlé d'une vente, éventuelle vente, on va le dire ainsi, de PUP. Mais de qui? On accuse le colonel Mamadi Doumbouya d'avoir racheté le parti. D'avoir racheté le parti.
Et quand vous prenez tout ce qui entoure le parti politique, on n'accuse qu'une seule personne. Je crois qu'il y a Fodé Bangoura. Oui. Fodé Bangoura aura quel intérêt à vendre le bien, la bibliothèque politique du président Lansana Conté au colonel Mamadi Doumbouya? Moi, je veux le savoir. Pour l'instant, certes, j'ai vu le communiqué de la cellule de com du parti qui est vite monté au créneau pour démentir à cette information. Mais vous n'êtes pas sans savoir que si toutefois nos confrères qui ont relayé comme quoi le parti, les femmes ont manifesté parce qu'elles auraient appris. On parle de nos confrères de Kali News. Voilà, l'éventuelle vente du parti, c'est qu'il y a un Guichou Roche. Oui, forcément. Et tu vas me permettre de relire rapidement, si tu me permets, rapidement, ce communiqué du parti. La direction nationale du parti de l'unité et du progrès, PUP, a constaté avec regret les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux attestant l'éventuelle vente du dit parti. Les auteurs de ces propos sont inconnus de nos structures et sont considérés comme des détracteurs de notre parti opposés à la bonne marche du PUP. L'image affichée d'une manifestation contre cette supposée vente est une vieille photo de nos anciennes manifestations placardées sur le test. La rencontre dont on parle aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de raconter. Ce n'est pas la première fois que le PUP est accusé de telles allégations. En 2016-2017, les mêmes détracteurs ont mis sur les réseaux sociaux que le parti a été vendu à 13 milliards, 10 pick-up et 30 motos au fils d'Alpha Condé. Donc, de tels comportements de ceux qui veulent déstabiliser ne nous surprend guère. Nous profitons de cette occasion pour informer nos militants et militantes, sympathisants et l'opinion nationale que le PUP n'est pas une marchandise ou un article à mettre sur le marché. Quant à nous, nous restons sereins. Nous rappelons que notre parti est régi par les tests réglementaires qui indiquent clairement que le PUP est un parti national et non communautariste ou ethnique. La direction de la cellule de communication du parti. Oui, Akila. J'ai suivi de près, j'étais très attentionné par la lecture du communiqué, mais comme je le rappelle... Oui, parce qu'il faut le dire, Akila, dans la préparation de cette émission, tu as été la première personne à donner l'alerte avant qu'on ne parte fouiller. Akila est très méfiant. Vous savez, en République de Guinée, on est habitué à de telles pratiques. Quand les rumeurs commencent à circuler, même si elles s'avèrent, vous voyez un communiqué, on démentit le plus vite que possible. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux réellement que la personne accusée dans cette histoire nous organise ou même accepte d'intervenir. Oui, évidemment. Voilà. On a même rendez-vous après cette émission avec un des cadres dont je vais garder l'identité. Il saura mieux nous convaincre sur oui ou non de cette vente probable du PUP. Quand même, il nous a donné rendez-vous après l'émission. On va quand même essayer de le rencontrer. Avec lui, il va nous expliquer ce qui se passe réellement de ce côté. Parce qu'on nous parle, Yaya, d'un rapprochement des cadres du parti avec le président Mamadi Doumbouya, ce qui aurait occasionné toute cette folle rumeur. Oui, effectivement, vous savez, c'est une rumeur qui remonte depuis plus de 6 mois, pas que maintenant. Ça se disait dans les couloirs que, puisque le président est accusé d'être autant sécoutouriste que contéiste, donc son dernier fils porte le nom du général Lansana Conté, il faut le rappeler. Et vous savez très bien que les uns et les autres peuvent rapidement faire les raccourcis, comme pour dire, voilà, il serait tenté d'acheter le PIP. Alors, vous savez, lorsque l'information a été mise sur nos différentes plateformes d'échange, automatiquement, vous m'avez intimé de fouiller, de rentrer en contact avec un cadre. Avec les principaux concernés, ce qui fut fait. Je pense que cela a payé automatiquement. Nous avons assisté à ces communiqués officiels du parti relevant de la cellule de communication. La cellule de communication, alors, quand nous prenons le communiqué, premièrement, on parle de fake news. Deuxièmement, on parle de personnes ou des éléments inconnus. Ou des détracteurs. Et plus loin, on parle de détracteurs. C'est ce qui sous-entend qu'au niveau du PIP, il y a certainement certaines personnes ou certains militants ou cadres
qui serait quand même en connivence avec certains confrères qui ont rapidement distillé ces informations. Quand on parle de détracteurs, ça pose assez de questions. À cette question qui, quand même, puisque nous savons comment ça se fonctionne, qui éventuellement ont distillé ça à travers leur site, et finalement, ça, comme vous l'avez dit, ça a pris complètement la cité comme une traînée de poudre. Et nous, pour l'instant, on s'en tient à ces communiqués officiels, parce que c'est la voie officielle. En attendant de rencontrer ce cadre du parti PUP. Pour mieux savoir ce qui se passe. Ça s'est dit. Bon, quelquefois, on dit que les rumeurs deviennent une vérité. Derrière toutes les rumeurs se cache une vérité. Une vérité ou ou une certitude. On verra bien les jours à venir ou les mois à venir comment nous allons justement, disons, analyser tout cela et voir là-dedans plus clairement. Mais jusque-là, on s'en tient au communiqué officiel, parce que c'est les rumeurs aussi qui ont poussé le parti à réagir. Pour dire que voilà, jamais cette question n'a été posée. D'ailleurs, ce n'est pas à l'ordre du jour. Le PIP reste demeure un patrimoine. Voilà, on s'en tient à ça. Non. Moi, je prends le communiqué à 80%. Je prends le communiqué à 80%, je donne les 20% à ces détracteurs. Parce que quand vous lisez le communiqué, les mots sont bien cités dedans. On dit les détracteurs. Est-ce que ces détracteurs-là font partie de vos militants, ou est-ce que ces détracteurs-là que vous citez sont des gens qui sont en dehors du parti? C'est pourquoi je dis que la personne la mieux placée à répondre à ces questions, d'ailleurs qui est accusée dans cette histoire, n'est rien d'autre que Fodé Bangoura. Oui, c'est le patron, c'est le président. Si quelqu'un doit prendre la parole, c'est bien sûr la personne-là. Parce que mes informateurs me disent, je mets entre parenthèses, qu'il y a bel et bien des gens qui communiquent avec le président. Oui, mais je l'ai dit. Oui, il y a un rapprochement. Qui communiquent avec le président de la transition. Et pour renchérir ce que tu viens de dire, moi je suis rentré en contact avec un cadre du parti qui m'a dit cela ouvertement. Il dit qu'ils sont en contact avec le président, mais cela ne permet pas à certaines personnes de dire que le parti a été revendu. C'est pour lui, je relaie ce qu'il a dit. C'est un problème d'intérêt, c'est une question d'intérêt, de quand voudrait manifester cela pour avoir des postes de responsabilité. C'est comme ça il a dit, ce qui a créé tous ces problèmes. C'est comme ça il a dit, c'est clair, c'est clair. Vous savez, dans toutes sortes d'associations ou de partis, il y a des vautours. Il y a des gens qui veulent sabrer. Dans notre jargon, on les appelle les vautours. Les vautours qui veulent sabrer le parti. Aujourd'hui, il y a ces personnes qui sont entourées. Et maintenant, est-ce qu'il est nécessaire de revoir la façon de faire? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura des gens qui auront même des amis ministres. Il y a même s'ils ne vont pas le dire, mais il y a des gens qui ont des intentions de se représenter ou de se présenter même après cette transition. Donc le PUP qui est un patrimoine aujourd'hui, est-ce que le PUP aura pour président, entre parenthèses, Fodé Bangoura, ou est-ce que le PUP compte présenter quelqu'un d'autre? Et ça ne sera pas une personne quand même qui a des maigres moyens. Il faut que ça soit une personne colosse, pas Mamadi Doumbouya parce que les gens l'appellent colosse, et voilà, pour ne pas qu'il prenne mal. Mais attendons de voir la suite. Je suis en train de fouiller. Je donne 80% raisonnement à ce communiqué, mais les 20% à ces détracteurs, jusqu'à ce qu'on ait la version entière de Fodé Bangoura. Bien. En attendant, nous suivrons de très près ce dossier et après échange, pourquoi pas y revenir demain après avoir rencontré ces cadres du parti PUP. Et sans transition, nous allons passer à cet autre sujet. Yaya, c'est une investigation, pas une investigation, c'est un sujet qui a intéressé en tout cas toute cette équipe. On parle de ces négociations entamées depuis quelques jours entre le mouvement syndical et le gouvernement guinéen. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, mais on va essayer de procéder, peut-être fouiller parce que les négociations continuent. Aujourd'hui, le mouvement syndical parle de la non-prise en charge de la plateforme revendicative, de certains points de la plateforme revendicative d'avril 2022. Mais au même moment, aujourd'hui, ajouter à ces points, à ces engagements non tenus en 2022, est-ce qu'il y a d'autres points de revendication soulevés par le mouvement syndical puisque vous vous êtes intéressé? Oui, effectivement, vous me permettez de revenir un peu sur la plateforme revendicative de 2022. Au niveau de la plateforme revendicative de 2022,
il y avait justement des points qui n'ont pas été appliqués. Je vais citer notamment 2 points. Nous avons premièrement la valeur monétaire du point d'indice 1100 pour l'éducation et la santé qui n'a pas été appliquée au niveau des retraités. Donc, sur cette question, la question a été posée au gouvernement. Bon, on promet, c'est dans les promesses, on promet l'OSLEG que la directrice nationale de la Caisse nationale de prévoyance sociale est en train de se bouger de ce côté-là. Ensuite, nous avons l'engagement des contracteurs, parce que c'était le point central. Sur cette question, il y a eu des tractations. Le gouvernement avait opposé la loi, parce que la loi, quand même, est assez claire là-dessus. Il faut passer par un concours pour accéder à la fonction publique. L'OSLEG, à son tour, avait brandi cette question d'expérience, puisque l'OSLEG avait dit qu'il y avait certains contractuels qui étaient là depuis 2018, voire même bien avant, et qui ont fait preuve de compétences sur le plan académique, disons, et pédagogique, et qui sont quand même, qui ont ce qu'on appelle des diplômes authentifiés. Donc, sur cette question, pour l'OSLEG, il ne fallait pas envisager un quelconque concours, puisque c'est la loi et la logique, il fallait justement que la loi soit appliquée. Et de tractation en tractation, ils se sont entendus que éventuellement il y aura une évaluation de ces contractuels. Oui, une évaluation d'une liste, quoi. C'est-à-dire que c'est une évaluation qui consiste à dire que voilà les contractuels. Voilà les contractuels pour éviter éventuellement une quelconque corruption là-dedans ou une quelconque affinité, parce que vous savez comment ça se passe au niveau de la fonction publique, pour ne pas qu'on recrute en lieu et place des contractuels, des gens qui ont quand même fait preuve de patience pendant plus de 5 ans, voire plus, en lieu et place de ces gens-là, qu'on puisse recruter certains qui ont ce qu'on appelle des gros bonnets. Donc, sur cette question-là, on avait invité la commission, la coordination des contractuels de fournir une base, sur la base de laquelle cette évaluation sera effectuée en fonction de cette commission qui sera mise en partie, une commission qui est composée du gouvernement, du SLEG et de cette coordination-là. Donc sur cette question, ils sont d'accord, mais le point n'a pas été totalement bouclé. Les négociations continuent aujourd'hui. Oui. On verra très bien, puisque c'est des préalables, il faut le rappeler, c'est des préalables, c'est des points qui ont été signés en 2022 qui n'ont pas été respectés, qui sont brandis comme étant des préalables pour qu'on en vienne sur 2023. Alors, sur 2023, il ne m'avait pas cité exhaustivement puisqu'il n'avait pas la liste sur CG. Il faut le rappeler, c'est le camarade Abouakar Souma avec qui nous avons échangé longuement sur cette question. Il m'avait promis de me revenir à partir d'aujourd'hui si rien ne bouge de ce côté-là. On souhaite très bien que qu'il puisse s'entendre. Alors, sur cette question, sur la plateforme revendicative concernant 2023, il y a pratiquement 4 points qui sont inclus là-dedans. Le premier point, c'est l'augmentation de la valeur indice, de la valeur du point d'indice pour les travailleurs en activité, là à hauteur de 100%. Voilà ce qui est demandé. Deuxième point, c'est l'augmentation de leur pension aussi. Justement, les travailleurs qui sont en activité, là aussi à hauteur de 100%. Le troisième point, c'est les primes. Vous savez, les primes de transport ont été soulevées et les primes de logement qui doivent être faites pour les deux primes, transport-logement, qui doivent être revues à la hauteur de 500 000 chacune. Ensuite, c'est le dernier point, nous avons les travailleurs dans le privé qu'il faut quand même procéder à une augmentation, disons, de 70%. Voilà, donc, entre autres points qui sont inscrits à l'ordre du jour et qui sont, disons, dans la plateforme revendicative de 2023. Oui, évidemment, nous reviendrons sur ce sujet, en tout cas dans nos prochains numéros, puisqu'on est déjà pris par le temps. Il y a un qui suit de très près ces négociations, qui se poursuivent même ici en République de Guinée, précisément dans la capitale, la Conakry. Merci quand même, Yaya, pour toutes ces informations. Merci. Merci Ali Badara Akila. Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs. On n'a pas eu assez de temps pour en débattre, mais nous y reviendrons certainement. Merci à l'équipe technique du jour, à la régie télé, Vabako Ivogi, Sanso, Robert Kourouma, Salif Bangoura, Melika Sitan Otaek, à la réalisation Michel Oamounou. L'infographie a été assurée par Diabré, notre Diabré. Production Alpha Silla. À la radio, nous ont accompagné Mamadou Diallo, Mohamed Yatara et Kandé Sangon. Et le tout chapeauté par notre directeur technique, Omar Diallo, avec la supervision évidemment de la direction générale. Merci à tous de votre attention. On se reprend demain avec d'autres invités pour débattre des sujets poignants de l'actualité. Vous étiez avec l'équipe du Scanner, restez en compagnie des programmes de Kavi Media. Computer systems are offline.
Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média.